Au début des années 2000, il y a eu toute une vague d'adaptations de comic book à l'écran. Ceci a commencé par la saga des Blade, débutée fin années 90, puis évidemment les X-Men, et puis ensuite il y a eu par exemple les 4 Fantastiques, mais aussi Daredevil, avant que tout ça ne soit remis en question par la trilogie de Nolan et l'arrivée du MCU. Et dans cette vague d'adaptation de comic book au début des années 2000, un film a décidé de pousser cette logique d'adaptation d'un comic book à l'écran par la mise en scène et le montage plus loin que tous les autres. Ce film, c'est Hulk, réalisé en 2003 par Ang Lee. Pour ce film, Ang Lee a vraiment eu la volonté de transposer plusieurs attributs propres au comic book dans un film. On va donc retrouver dans le film par exemple le principe de case sur une page, mais aussi certaines idées de transition visuelle, ou même carrément le fait de figer une image pour en faire une case de BD. Et en faisant tout ça, Ang Lee a pour moi commis une erreur. Il a confondu transposition et adaptation. Ang Lee est un réalisateur visionnaire. Il a des visions avant-gardistes et il cherche à les mettre en images. Il expérimente. Récemment, il a expérimenté avec la 3D HFR, grâce notamment à ses 2 derniers films, Gemini Man et Billy Lynn, cherchant avec cette technologie à pousser encore plus loin le principe d'immersion au cinéma. Mais dans son dernier film, il a aussi expérimenté avec la performance capture et le rajeunissement numérique. Avant ça, il avait déjà expérimenté sur la 3D, avec son film L'Odyssée de Pi, en proposant un des rares films qui a une réelle valeur ajoutée dans sa version 3D. Et donc, en 2003, avec Hulk, il a expérimenté avec l'aspect comic book. Sa première transposition avec une technique de comic book se trouve dès le début du film. Un split screen va réussir à relier les 2 parents de Bruce dans un même plan. Alors évidemment, le split screen n'est pas quelque chose de directement lié au comic book. C'est une technique purement cinématographique qui existe depuis le début du cinéma. Une technique qui a possiblement connu son apogée vers la fin des années 60, c'est d'ailleurs carrément devenu le geste signature de certains réalisateurs, Brian De Palma étant évidemment le plus connu de ceux-là. Mais utiliser le split screen dans une adaptation de comic book renvoie évidemment plus à une page de comics qu'à l'histoire du cinéma. Les comic books sont en effet composés quasiment uniquement de split screen. On a affaire à des pages divisées avec plusieurs fenêtres, ou écrans, avec dessus des images différentes. Et c'est donc en référence à ces pages que Ang Lee va utiliser le principe du split screen, au point de par moments tomber dans l'absurde. Il y a plusieurs logiques derrière l'utilisation d'un split screen. Le principe le plus commun, c'est de réunir 2 unités de lieu dans la même image. C'est pour ça que c'est aussi souvent utilisé par exemple pour les coups de téléphone. Mais ça peut aussi servir à montrer le principe d'action-réaction, comme dans cette fameuse scène du bal dans Carrie, où l'on a d'un côté de l'image Carrie qui agit sur les portes, et de l'autre côté de l'image les portes qui se ferment grâce à son pouvoir télékinésique. Le split screen peut être aussi utilisé par exemple pour montrer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, comme dans cette séquence de Requiem for a Dream où la mère lutte contre son envie de nourriture. On a donc d'un côté de l'image la mère qui lutte, et de l'autre côté de l'image l'objet qui symbolise cette tentation, le frigo, qui l'obsède. Le split screen peut aussi servir à créer un lien entre 2 réalités, comme avec cette fameuse séquence de 500 Days of Summer. D'un côté on a la réalité, et de l'autre, le fantasme. Et évidemment, il y a l'idée de vouloir cumuler plusieurs points de vue, comme avec cette séquence de Kill Bill qui nous fait adopter le point de vue de la proie et du chasseur. Ou encore de nouveau dans Requiem for a Dream avec cette séquence qui nous fait adopter d'un côté le point de vue du fils et de l'autre le point de vue de la mère. Dans Hulk, il y a quelques séquences où le split screen va être utilisé avec un vrai sens derrière. On a par exemple des coups de téléphone, donc ça peut paraître logique de l'utiliser à ce moment-là. On a une séquence où Hulk crée des dégâts et on a des gens qui essaient de réagir à ces dégâts-là. Mais il y a aussi des fois où ça tombe réellement dans le gimmick gratuit. Pourquoi utiliser le split screen ici? C'est la même action filmée par 2 angles différents, absolument pas complémentaires. Aucun angle nous apporte une information différente de l'autre, et l'action est finalement assez anodine, une clé qui se tourne dans une serrure. Pourquoi utiliser le split screen là, à part vouloir faire une référence à une page de comic book avec 2 cases? Eh ben, il n'y a aucune raison à part ça. Ang Lee a décalqué un principe visuel propre au comic book, et l'a transposé dans un film. Mais aborder le lien entre les 2 médiums comme ça est pour moi une erreur. Parce que pour moi, ce qui importe, ce n'est pas de reproduire, mais d'adapter l'expérience. Le comic book est un médium plus actif que le cinéma. Plus actif dans le sens où il oblige une participation plus importante de la part du lecteur qu'un spectateur dans le cadre d'un film. Quand on lit un comic book, on doit par exemple choisir son ordre de lecture. Car une fois la page ouverte, rien ne nous oblige à regarder la première case d'abord. On peut d'ailleurs regarder d'abord toutes les cases, puis ensuite décider de lire chacune des bulles. Mais le lecteur doit aussi choisir sa vitesse de lecture. On peut par exemple passer rapidement d'une page à l'autre, ou se laisser le temps de vraiment cogiter sur la page qu'on vient de lire, quitte à la relire avant de passer à la page suivante. Mais le lecteur va aussi choisir son échelle de lecture. On peut par exemple choisir de regarder minutieusement chaque case, donc de faire vraiment du case par case, puis à la fin de vraiment prendre une vision d'ensemble de la page, ou bien on peut faire l'inverse et commencer d'abord par regarder la page d'une manière globale, pour ensuite se concentrer sur chaque case. Alors que pour le coup, le cinéma est un médium beaucoup plus dirigiste. Le montage impose le même rythme pour tous les spectateurs. Donc en décalquant l'idée d'une page de comic book dans un film, on en oublie totalement pourquoi ça fonctionne sur le papier, mais pas à l'écran. En comic book, pour passer d'un plan à un autre, le lecteur va parcourir la page avec ses yeux, que ce soit d'une case à l'autre ou que ce soit parcourir une grande image. Et ceci au cinéma, ça va être représenté plutôt par une coupe ou par un mouvement de caméra. D'un côté, le lecteur a le choix de le faire à son rythme comme il l'entend, et de l'autre, évidemment, c'est le réalisateur qui donne lui-même le tempo. Et donc, quand un réalisateur en oublie de donner un tempo,
et bah ça va donner des séquences comme celle-ci. Et face à une séquence comme celle-là, en tant que spectateur, on peut se sentir légitimement perdu. Car le médium cinéma ne nous laisse pas le temps de s'accommoder de toutes ces images. Dans un comic book, on prendrait le temps nécessaire pour regarder chaque image et décider de passer à la page d'après, mais là, dans un film, le temps n'est pas le nôtre. Et ça, pour moi, c'est vraiment une erreur classique de pourquoi un médium utilise un certain langage, et pourquoi ce langage n'est pas nécessairement approprié à d'autres médiums. On retrouve pour moi très fréquemment ce type d'erreur dans les adaptations de jeux vidéo, où des choses typiquement faites pour du gameplay se retrouvent quand même dans des adaptations cinématographiques. Le cas du film Assassin's Creed est probant pour moi là-dessus. Dans les jeux, nous incarnons un personnage dans un futur proche qui se branche à une machine, l'Animus, pour plonger dans la mémoire de ses ancêtres et revivre des passages de leur vie, ce qui permet d'enquêter sur ces époques. Ceci est pour moi une idée de gameplay propre aux jeux vidéo. Le joueur du premier opus peut comme ça clairement incarner le personnage de Desmond Miles avec lequel il peut s'identifier, c'est-à-dire qu'en lançant le jeu, c'est comme si Desmond Miles se lançait dans l'Animus, et donc le joueur va contrôler un assassin comme Desmond Miles va plus ou moins contrôler le souvenir de son ancêtre. Et si le joueur meurt dans le jeu, il y a un parallèle avec Desmond Miles qui lui va sortir du souvenir. Et donc ça permet à la fois au joueur et à Desmond Miles d'avoir une raison légitime de recommencer. Il y a une logique purement vidéoludique derrière ce procédé. Évidemment, dans le film, ils ont quand même adapté ça à la lettre. Car ne pas le faire aurait été considéré comme une trahison par les fans de la licence. Mais ce qui marche dans un jeu devient vite ridicule dans un film. Ça parasite totalement l'immersion du spectateur dans les séquences en Espagne médiévale. Parce que ces séquences-là sont finalement entrecoupées de plans de Fassbender qui est en train de gigoter en l'air dans l'Animus. Là où dans un jeu ce principe d'Animus accentue la connexion joueur-personnage, dans un film ça diminue l'immersion du spectateur. Et pour moi c'est pareil avec certains split screen de Hulk. Surtout que ce qui est conventionnel dans un comic book peut rapidement devenir excentrique dans un film. Donc par exemple un effet comme celui-ci nous projette immédiatement dans une dimension cartoonesque, alors que tout le reste du film est plutôt sérieux et solennel. Ça crée immédiatement une dichotomie de ton, et ça fonctionne pas. Ce type d'idée, pour moi, c'est rester en surface de ce qu'est l'expérience de lire un comic book. C'est reproduire plutôt que de comprendre et adapter. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour retranscrire l'expérience d'un comic book. Guillermo del Toro a par exemple parfaitement compris qu'un comic book c'était un enchaînement de pauses marquantes. Il crée des vrais moments de pause au début et à la fin de ses plans, qui arrivent justement à donner cet effet comic book avec des vraies pauses marquantes. Même le MCU que beaucoup conspuent pour son manque d'ambition cinématographique, a je trouve parfaitement réussi à adapter cette idée des fameuses splash pages. Ces fameux plans séquences des films Avengers avec tous ces personnages réunis dans un seul et long plan, ou encore ces plans circulaires devenus iconiques, sont finalement pour moi l'équivalent cinématographique d'une page pleine réunissant tous les personnages. Ça, c'est une vraie idée d'adaptation. Comment on adapte une case figée qui marque les esprits? Et au cinéma, on en fait un plan séquence en mouvement qui réunit tout le monde. La sensation pour le spectateur et pour le lecteur est le même, mais les techniques sont radicalement différentes. Dans les deux cas, on a le plaisir de retrouver tous nos héros à l'image. Dans Hulk, il y a finalement pour moi un seul plan qui procure cette sensation de page pleine. Là, pour le coup, oui, avec ce plan, on a l'impression d'avoir tourné une page et d'être tombé sur cette espèce de page pleine extrêmement impressionnante. Après, le film Hulk de 2003 n'est pas l'adaptation d'un comic précis. Il existe des centaines de comics Hulk. Donc le film a moins la possibilité de s'appuyer sur un découpage et des séquences préexistantes. Et pour le coup, avoir un comics précis en référence, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Car pour le coup, la reproduction peut être vraiment problématique. Et ça, c'est quelque chose dans lequel le film Hulk ne tombe pas. Mais beaucoup de films adaptés de comic book vont justement essayer de reproduire les cases à l'identique. Et on va le voir rapidement, ça suffit pas nécessairement pour faire une bonne adaptation. Alors les deux cadors dans le domaine, ce sont évidemment Zack Snyder et Robert Rodriguez. Robert Rodriguez évidemment avec Sin City, où il a vraiment réussi à adapter visuellement le comics en film, avec vraiment des séquences qui sont plan pour plan les mêmes. Et évidemment Zack Snyder avec 300 et Watchmen, qui comportent énormément de plans, qui sont aussi des cases de BD. Alors dans l'idée, c'est vraiment une intention intéressante et louable, qui témoigne évidemment d'une vraie volonté de respecter l'œuvre originale, mais pour moi, c'est aussi un effet pervers. L'effet pervers, c'est que ce n'est pas en respectant visuellement une œuvre qu'on en conserve le propos. Et Zack Snyder, par exemple, avec sa fascination pour la violence, va totalement changer le propos de cette séquence dans Watchmen. Alors que dans le comic book, cette séquence ne mise absolument pas sur de la violence physique pure, ou de la violence graphique d'ailleurs, mais plutôt sur un vrai parallèle entre deux types d'agressions, une agression physique par des malfrats dans la rue et une agression psychologique de journalistes sur Dr Manhattan. Snyder, lui, va vraiment insister sur la violence physique. Il va vraiment insister sur des plans où les héros vont par exemple casser les bras, planter un couteau dans une jugulaire, faire en sorte qu'un mec se prenne des balles. Il va vraiment esthétiser la violence. Alors que dans le comics, en fait, cette violence, elle est plutôt honteuse pour les deux héros. À la fin de cette séquence, dans le comics, nos deux personnages finissent vraiment tristes d'avoir en fait succombé à leur pulsion violente, justement. La fin de cette séquence, c'est comme s'ils avaient commis un adultère. Il y a d'ailleurs cette espèce de parallèle avec Dan qui s'allume une cigarette, comme s'il s'allumait une cigarette après l'amour. Et c'est, je pense, vraiment ce qui est supposé être raconté dans cette séquence. Alors que pour le coup, dans le film, je trouve qu'on perd totalement cette dimension-là. On est beaucoup plus sur l'aspect justement jouissif d'avoir réussi à dégommer ces gars-là. Il y a beaucoup plus un aspect exutoire à cette séquence que honteux.
alors que pour le coup il utilise des plans de caméra qui sont identiques à certaines cases de la BD. Bon, et en plus l'alternance entre la séquence avec Dr Manhattan et cette séquence de combat dans la rue est absolument pas équilibrée comme dans le comics. C'est-à-dire que dans le comics on passe vraiment d'une case à l'autre très souvent, alors que dans le film on va passer beaucoup plus de temps du côté de Manhattan, et donc évidemment pour moi ce parallèle entre les deux types d'agressions fonctionne beaucoup moins bien. Et ça pour le coup on est encore dans le cadre d'une reproduction qui reste en surface de l'œuvre originale. Ou encore pire, qui conserve la surface pour finalement travestir le propos. Ça ressemble à du Watchmen, mais finalement dans le propos, c'est pleinement du Zack Snyder. Et pour le coup, le débat sur la pertinence de cette démarche est colossal, et c'est pas le sujet de cette vidéo. Un film qui pour le coup, je pense, a parfaitement réussi son travail d'adaptation, c'est Scott Pilgrim d'Edgar Wright. Dans ce film, Edgar Wright a vraiment réussi à créer un rythme et une esthétique propre pour faire passer les effets et conventions du comic book à l'écran. Car si Scott Pilgrim va reproduire les cases à l'identique, c'est surtout dans sa capacité à retranscrire la fluidité de la lecture du comic book qu'il est, je pense, une adaptation magistrale. Le film va par exemple assumer ses sauts de décor, il va annihiler énormément de déplacements de personnages pour les placer uniquement là où ça importe. Il va jouer du son pour justement enrichir cet aspect jeu vidéo qui était déjà présent dans le comic book. Mais surtout, il s'écarte du copier-coller pour réussir vraiment à adapter les séquences, restant extrêmement fidèle mais rendant les séquences aussi cinématographiques que possible. Comme dans cette transition par exemple. Scott, what? Dans le comics, on a Scott qui termine sur une case sonnée à cause de son coup de foudre pour Ramona. On tourne la page et on découvre une maison avec la bulle marquée Scott, puis une main sur une guitare, et ensuite de nouveau la tête de Scott toujours sonnée. Le fait de tourner la page est un geste qui implique que le lecteur va de l'avant, alors que Scott, lui, est toujours bloqué. Donc ce décalage entre nous qui avançons et le personnage qui reste dans la même case fonctionne parfaitement. Et voilà comment Edgar Wright l'adapte. Scott, what? Scott finit sonné en gros plan, et soudainement son pote Stephen Steele débarque dans ce plan. Puis au moment où il se retire du champ, on coupe, et on se retrouve dans un autre décor avec la répétition du groupe. Pour le coup, dans le film, c'est ce passage d'un lieu à un autre ultra soudain, avec le personnage de Stephen qui réveille presque Scott de son côté bloqué, qui permet de faire passer la même chose que dans le comic book. Dans les deux cas, Scott ne décroche pas de cette fille depuis qu'il l'a vue. C'est pas juste reproduire en surface une page. Et d'ailleurs, au final, le film Scott Pilgrim n'utilise que très rarement le split screen, privilégiant majoritairement un montage dynamique qui retranscrit cette impression de constellation d'images. Comme pour cette séquence où les mouvements de caméra suggérés par le dessin prennent vie dans l'adaptation filmique. Edgar Wright aurait pu être tenté justement d'ajouter tous les regards en split screen, ça aurait été possible, mais je pense que le choix qu'il a fait d'enchaîner tous ces plans avec ses mouvements de caméra fonctionne bien mieux. On peut aussi penser par exemple à cette page qui pour moi est mise en mouvement de manière parfaite, notamment grâce aux compositions des plans qui sont très proches de ce que fait le comics mais un peu plus dynamiques, mais surtout il ajoute des mouvements de personnages, notamment les mouvements de tête de Scott, et ces mouvements sont parfaitement timés et arrivent parfaitement à porter un rythme à la séquence. L'adaptation d'un médium visuel à un autre est un sujet aussi fascinant que complexe, mais comme souvent c'est la cohérence du projet qui doit primer. Faire de son film un comic book animé ne doit pas s'arrêter à quelques visuels présents dans le film. Mais justement, ça doit s'inscrire sur tous les aspects du film. Et c'est pour moi en ça que Scott Pilgrim est une super adaptation. Là où Hulk est bien plus bancal. Et ça ne s'arrête pas non plus à être juste fidèle visuellement. Surtout quand le fond se retrouve changé. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre fidélité et émancipation vis-à-vis de l'œuvre originale, mais aussi le fait de se rapprocher d'un autre médium, sans dénaturer le sien. Et je ne pense pas qu'Ang Lee ait réellement trouvé cet équilibre. Mais ce que je pourrais absolument pas lui enlever, c'est qu'au moins, il a essayé. Et pour le coup, il a quand même fait une meilleure adaptation de comic book en film, que le comic book adapté de son film l'a fait dans l'autre sens. Cette phrase était alambiquée. Car c'est ça qui est beau finalement avec la pop culture, c'est que rien ne se gagne, rien ne se perd, mais tout se transforme. En complément de cette vidéo, n'hésitez évidemment pas à écouter l'épisode consacré au film Hulk d'Ang Lee du Marvel Initiative Podcast. C'est disponible juste là-haut. Et pour rester dans l'univers comics, n'hésitez pas à découvrir cette vidéo sur Spider-Man, qui met en évidence comment on peut réussir ou échouer l'origin story du personnage au cinéma. Pour être sûr de ne pas manquer d'autres vidéos qui pourraient contribuer à cette réflexion sur les adaptations, n'hésitez pas à vous abonner en mettant la cloche. Et si cette vidéo vous a plu, pouce vers le haut, partage, commentaire, tutti quanti. Merci beaucoup d'avoir regardé ça jusqu'au bout, et d'ici la prochaine, bonne toile!